Bienvenue dans cette conférence sur les Cloud Functions pour Firebase, conférence donnée à l'occasion de l'événement DevFest Mons 2022 qui a eu lieu le 17 décembre 2022. Et nous allons parler donc des Cloud Functions pour Firebase à travers trois grandes interrogations: quoi, quand et comment. Donc avant de me lancer dans la présentation elle-même, permettez-moi de rapidement me présenter. Je m'appelle Renaud Tarnec, je suis un Google Developer Expert pour Firebase depuis 3 ans. Et à côté de ça, je suis un développeur, un architecte et un project manager spécialisé dans toutes les applications web-based, full stack web-based applications. Et j'ai plus de 25 ans d'expérience dans les sociétés de services informatiques. Je suis aujourd'hui un consultant freelance et j'ai ma propre compagnie qui s'appelle RTA Consulting. Et en 2 mots, mon offre de service se divise en deux. D'une part, des développements d'applications web principalement, exclusivement avec Firebase. Et d'autre part, je travaille aussi comme intérim project manager, plutôt pour des grosses entreprises, pour les aider à gérer leurs projets de développement d'applications dans le cloud. Donc, je suis très actif dans la communauté des développeurs Firebase, et en particulier, vous me trouverez sur Stack Overflow et sur Medium. Et à la fin de la présentation, je montrerai un slide avec les différents moyens de me contacter, et je serai très heureux d'être lié avec vous sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Alors, maintenant, attaquons le sujet des Cloud Functions pour Firebase. La première question à laquelle on va répondre, c'est quoi, what, qu'est-ce que sont les Cloud Functions pour Firebase? Avant de vraiment rentrer dans le sujet, parlons rapidement de Firebase au sens large. Firebase, c'est la plateforme de Google, la plateforme serverless de Google destinée à développer des applications web et des applications mobiles. Et Firebase se compose de 18 outils ou services qui vont aider les développeurs dans leur développement. On peut partager ces services en 3 catégories. On a la catégorie d'outils de développement, la catégorie d'outils qui permettent d'améliorer la qualité des applications avec des produits comme TestLab ou App Distributions, et la partie qui s'appelle Grow Your Business, qui permet d'étendre l'audience de votre application avec des outils comme Google Analytics, A/B Testing, Predictions, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie des outils de développeurs et en particulier sur les Cloud Functions qui sont un back-end serverless et qui réagit à des événements. Et c'est vraiment le sujet de cette présentation. Alors, je voudrais rapidement rappeler les autres services de Firebase avec lesquels les Cloud Functions vont interagir et sur lesquels se base ma présentation. Nous avons Cloud Firestore ou Firestore, qui est la base de données NoSQL de Firebase, et nous avons Cloud Storage, qui est le service de stockage de fichiers dans le cloud. Alors, Cloud Functions, donc comme je le disais, c'est un back-end qui est dirigé par des événements et qui est en mode serverless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre code va s'exécuter dans un environnement qui est complètement managé par Google. Donc, vous n'avez aucun besoin de provisionner une infrastructure ou de vous inquiéter au sujet de la gestion ou de l'administration de serveurs ou de quoi que ce soit d'autre. C'est complètement caché derrière le mode serverless. Vous n'êtes qu'un consommateur de services. Et dans ce cadre-là, le provisioning de ressources s'exécute automatiquement en réponse à des événements. Une Cloud Functions peut monter en puissance, peut lancer peut démarrer un nombre d'instances qui peut être quelques-unes par jour jusqu'à plusieurs millions d'invocations par jour sans que vous n'ayez, une fois de plus, quoi que ce soit à faire. Et c'est la magie de serverless. L'intérêt du serverless, c'est que vous n'êtes facturé que pour le temps d'exécution de votre fonction. Alors comment se situent les Cloud Functions dans un écosystème Firebase? Il faut savoir qu'un écosystème, une architecture Firebase se compose de deux parties. On a d'un côté l'application client, que ce soit une application web ou une application mobile, qui, à travers des SDK clients, va interagir avec l'ensemble des services Firebase. On a parlé tout à l'heure de Firestore, la database, de Cloud Storage, il y a également le service d'Authentication, etc., etc. Donc on est dans un modèle un peu différent des modèles qu'on appelle 3 tiers, dans lesquels on a un front-end, au milieu on a un serveur d'application,
et derrière le serveur d'une application, on a un système de base de données ou un système de fichiers, etc. Ici, on discute directement entre l'application client et les services de Firebase dans le back-end. Et du coup, la plupart de la business logic, en général, s'implémente dans l'application client. Mais avec les Cloud Functions, on va voir que l'on peut implémenter de la business logic dans le back-end. Et ça, c'est très intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi dans les slides qui suivent. Donc, de quoi sont capables les Cloud Functions? Eh bien, ce slide résume les possibilités, les capabilities en anglais des Cloud Functions. Alors, au milieu, vous voyez qu'on a matérialisé les Cloud Functions, et une Cloud Function, comme je vous l'ai indiqué précédemment, va s'exécuter sur base d'un événement. Alors, quels événements permettent de démarrer, d'exécuter une Cloud Functions? Eh bien, on va trouver des requêtes HTTP, donc exactement comme si on appelait une REST API. On va pouvoir directement, à partir de son application, appeler la Cloud Functions. Donc évidemment, ici, on sera capable d'avoir une payload, c'est-à-dire d'envoyer à la Cloud Functions des données que l'utilisateur aura saisies dans l'application. On peut déclencher une Cloud Functions quand un événement arrive dans un des services Firebase, comme par exemple un nouveau document dans la database Firestore, un nouveau fichier téléchargé sur Cloud Storage, la création de nouveaux utilisateurs, etc., etc. On peut également déclencher une Cloud Functions à travers PubSub, qui est le service de messaging asynchrone de Google Cloud, et on peut enfin démarrer une Cloud Function selon un certain scheduling, exactement comme un cron job, et donc on va donner une fréquence, définir une fréquence à laquelle une Cloud Function va régulièrement s'exécuter. Et une fois que la Cloud Function est démarrée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle peut d'une part interagir avec les services de Firebase, donc elle peut par exemple créer un nouveau document dans la database Firestore, supprimer un utilisateur dans le service d'authentication, etc., etc. Elle peut également appeler tout type d'APIs et de services, donc APIs, eh bien, en particulier les API de Google, mais également l'API de PubSub, des API de microservices comme par exemple Stripe ou SendGrid ou Mailgun qui vont être des microservices qui vont permettre d'envoyer des emails ou de faire des paiements. Et enfin, elle peut exécuter une requête HTTPS sur n'importe quelle URL ou REST API. Donnons quelques exemples de ce qu'on appelle les triggers, des déclencheurs en background, c'est-à-dire des déclencheurs dans les services de Firestore. Je viens de l'évoquer rapidement, mais donnons un peu plus d'exemples. Par exemple, pour la base de données Cloud Firestore, qui est une base de données basée sur les documents, donc les documents sont organisés par collection, eh bien si jamais un nouveau document est créé dans une collection, ça peut déclencher une Cloud Function. Si un document est mis à jour, donc on update, de la même manière, ça peut déclencher un événement, ou si on supprime le document. Et l'événement on write, en fait, englobe les trois événements précédents. Au niveau de storage, le système de stockage de fichiers, dans un bucket, on va pouvoir déclencher une Cloud Function à la création d'un nouvel objet, à la suppression d'un objet, à l'archivage d'un objet dans un bucket pour qui le versioning est activé, ou par la mise à jour des métadatas d'un certain objet. Et enfin, pour le service d'authentication, eh bien, on va pouvoir déclencher une Cloud Functions au moment où un utilisateur est créé ou au moment où un utilisateur est supprimé. Et en fait, en fonction du type de trigger, la Cloud Functions va exposer un ensemble de propriétés de l'entité qui a déclenché la Functions. Par exemple, pour un document dans Firestore, eh bien, la Cloud Functions va évidemment avoir accès à tous les champs du document et pourra effectuer des opérations à partir des valeurs de ces champs. Pareil pour le service d'authentication, eh bien, au moment où un utilisateur est créé, la Cloud Functions récupère son identifiant, son email, etc., etc. Alors, deuxième partie de notre présentation, la partie qui s'attache à montrer pourquoi nous utilisons des Cloud Functions, dans quelles conditions et pour couvrir quels besoins. Alors, je vais commencer cette partie par une petite démonstration d'une application web toute simple qui va vous montrer comment
les Cloud Functions sont parfaitement adaptés à faire le lien entre les différents services de Firebase. Donc je change d'onglet et voici cette application web. C'est une application qui va permettre à l'utilisateur de charger, de uploader un fichier sur le service storage et nous allons voir que au moment où je charge un fichier, automatiquement vont apparaître la liste, le nom de ce fichier et un lien pour ouvrir ce fichier. Alors, je clique sur le bouton Upload a file, je choisis une image précédemment stockée dans mon système de fichiers. L'image est en train d'être chargée, la Cloud Functions dans le background se déclenche et me génère une entrée dans ma liste de fichiers. Essayons d'uploader une deuxième image. Et là, de la même manière, le fichier est téléchargé et une deuxième ligne apparaît. Et si je clique sur cette ligne, eh bien, j'ouvre l'image que j'ai uploadée. Voyons voir un peu ce que cela donne dans la console Firebase de notre projet. Alors, j'ai deux éléments que je veux vous montrer. D'abord, je vais aller dans Cloud Storage, puisque nous avons téléchargé, uploadé deux images dans Cloud Storage. Nous les voyons ici, et en particulier si je clique là, vous voyez que c'est l'image que j'ai ouvert à partir de l'application. Mais en plus de Cloud Storage, pour pouvoir afficher ici deux éléments, deux lignes dans cette liste de fichiers, eh bien, j'ai fait appel à la database FileStore et je vais vous montrer FileStore ici. Donc, je viens dans le service FileStore dans ma console et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une collection qui s'appelle Signed URLs et dans cette collection, j'ai deux éléments qui correspondent j'ai deux documents qui correspondent aux deux images que j'ai téléchargées. Alors, voyons voir, revenons à la présentation et voyons voir comment fonctionne cette petite application. Alors, je passe à la diapo suivante et vous voyez ici un schéma qui explique de manière simple comment cette application fonctionne. Alors, la première chose à bien noter, c'est que je suis dans une application web, donc c'est mon application client, et comme je viens de le dire, la liste des fichiers se base sur la base de données FileStore. Donc la première chose que l'on fait dans cette application, c'est de mettre en place dans l'application un listener real-time, un real-time listener sur la database Cloud FileStore et sur cette collection Signed URLs en particulier. Donc à tout moment où un nouveau document est créé dans cette collection, le listener trigger déclenche un événement dans ma page HTML et me renvoie le contenu de ce nouveau document. Et c'est ce mécanisme qui me permet automatiquement d'afficher la liste et d'enrichir la liste au fur et à mesure que je rajoute des fichiers. Donc une fois que ce listener est en place, donc au début de la démonstration, il n'y avait aucun fichier, donc le listener est mis en place, mais nous avions uploadé aucune image et du coup la database FileStore était vide, donc la liste de fichiers était vide. Et puis j'ai fait un upload d'une image, c'est l'action numéro 2, je fais l'upload, le téléchargement dans Cloud Storage et au moment où l'image a été totalement téléchargée sur Cloud Storage, une Cloud Function s'est déclenchée. Et qu'est-ce que fait cette Cloud Function? Et je vous montrerai le code par après. Cette Cloud Function va générer une URL, donc une URL signée. Qu'est-ce que c'est qu'une URL signée? C'est une URL avec un token à la fin qui permet à toute personne qui a cette URL d'ouvrir le fichier correspondant dans Cloud Storage. Même si vous avez des règles de sécurité sur Cloud Storage, en partageant une URL signée, vous donnez la possibilité à quiconque a cette URL d'ouvrir ce fichier. Et donc, la Cloud Function va générer l'URL, donc c'est une chaîne de caractères, c'est l'URL, et elle va créer un nouveau document dans FileStore où elle va stocker cette URL signée. Et c'est pour ça que la collection s'appelle Signed URLs. Et donc, comme précédemment dit, à chaque fois que il va y avoir un nouveau document dans la collection Signed URL de FileStore, eh bien ce document va apparaître dans l'application. Voilà, c'est très simple et vous voyez, c'est un très bon exemple à mon avis de la manière dont les Cloud Functions vont faire le lien entre deux services de Firebase, Cloud Storage d'un côté, Cloud FileStore de l'autre, et donc vraiment mettre la glue, le liant entre ces deux services. Et continuons à analyser et à lister
dans quel cas on va utiliser une Cloud Functions. Alors, autant vous dire que la liste peut être quasiment infinie. Il y a plein de cas où on va utiliser des Cloud Functions dans une architecture Firebase, mais j'en liste ici quelques exemples assez significatifs. Le premier exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est la synchronisation dans une base de données de différents documents, s'il s'agit de FileStore, ou de différents nodes, s'il s'agit de l'autre database, de l'autre base de données de Firebase qui s'appelle la Real-Time Database. Ces deux bases de données sont des bases de données NoSQL, et dans le monde NoSQL, à l'opposé du monde SQL, on va essayer de dénormaliser les données au maximum pour que les requêtes à partir du client soient les plus rapides et les plus compactes possibles. Donc on fait vraiment l'inverse de ce qu'on fait dans le data modeling dans le monde SQL, où on va normaliser les données et ensuite quand on fera une query, eh bien, on fera des joins entre différentes tables. Dans le monde NoSQL, on évite de reproduire le concept de join, et donc on va, dans la plupart des cas, on va répliquer la data à divers endroits de la base de données, dans différentes collections par exemple. Et qui dit réplication de données, eh bien dit synchronisation. Si jamais une des données change à un certain endroit, il faut que l'on mette à jour cette donnée à d'autres endroits. Et donc, pour faire ceci, les Cloud Functions sont parfaites, puisque les Cloud Functions vont se déclencher à chaque fois qu'on va créer un nouveau document, à chaque fois qu'on va modifier un document existant, et à chaque fois qu'on va supprimer un document. Donc, c'est vraiment le candidat parfait pour exécuter tout ce travail de synchronisation entre les différents documents d'une base de données Firestore. Deuxième possibilité, deuxième exemple d'utilisation de Cloud Functions, eh bien, on vient de le voir dans la démo précédente, c'est jouer le liant, la glue, en anglais, la glue entre les différents services de Firebase. Donc, dans la démo précédente, je vous ai montré comment on faisait le lien entre Storage et Firestore, mais il y a bien d'autres possibilités. Par exemple, on peut très bien, au moment où on va créer un nouvel utilisateur via le service d'Authentication, eh bien, on peut, à travers une Cloud Functions, créer un document dans FileStore, si par exemple on veut associer à notre utilisateur des données supplémentaires qu'on ne peut pas stocker dans le service d'Authentication, par exemple son adresse, euh, des caractéristiques de l'utilisateur, et on pourrait également vouloir stocker dans ce document FileStore le lien vers une image, vers une photo de l'utilisateur, et pour ça, eh bien, on demanderait à l'utilisateur de télécharger sa photo, comme on vient de le voir dans la démo précédente, et on ferait à nouveau avec une Cloud Functions, on ferait le lien entre cet utilisateur et cette photo. Par exemple, on pourrait changer, adapter le nom de la photo pour qu'il ait comme identifiant l'identifiant de l'utilisateur. Okay, donc un autre exemple de comment on va lier via les Cloud Functions, on va lier différents services de Firebase. Un troisième exemple est si jamais vous avez de la business logic, de la logique métier qui est propriétaire et que vous ne voulez pas exposer dans votre application. Il faut savoir que dans une application web ou une application Android ou iOS, il est pas très difficile de faire du reverse engineering et de décrypter votre code. Et donc, si par exemple vous avez une application qui implémente eh bien, votre logique métier spécifique qui fait partie de votre propriété intellectuelle, et donc vous ne voulez pas que des utilisateurs malfaisants, entre guillemets, s'approprient ou connaissent le détail de cette logique métier, eh bien, une bonne manière, c'est d'implémenter cette logique métier dans une Cloud Functions, parce que les Cloud Functions sont exécutées dans le back-end, et à la différence d'une application, il est impossible pour l'utilisateur d'aller lire, d'aller accéder à ce code dans le back-end. Une autre utilisation, c'est si jamais vous avez des tâches intensives à effectuer, des gros traitements de fichiers ou des choses comme ça, et que vous ne voulez pas faire ce traitement dans votre application parce que ça bloquerait l'écran ou ça pourrait bloquer l'écran ou rendre la navigation ou l'utilisation de votre application non conviviale, eh bien vous pouvez très bien déléguer ce travail intensif à une Cloud Functions dans le back-end. Comme on l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parcouru les possibilités d'une Cloud Functions, eh bien, un usage très très classique, c'est d'intégrer dans l'architecture de votre application des appels à des API
ou à des microservices ou services externes. Et donc vous pouvez soit utiliser des librairies Node.js dans votre Cloud Functions, c'est par exemple le cas pour toutes les API de Google Cloud ou pour SendGrid ou Stripe qui exposent qui mettent à disposition des librairies Node.js, mais vous pouvez également appeler des microservices via des URL, comme on l'a déjà via les URL exposées par ces microservices, comme on l'a déjà mentionné. Un fort intérêt d'utiliser les Cloud Functions, c'est que pour développer les Cloud Functions, on utilise un SDK spécifique qui est différent des SDK clients que l'on appelle le Admin SDK. Et ce SDK a une particularité, c'est que comme il est exécuté dans un environnement que vous maîtrisez complètement, c'est-à-dire l'environnement des Cloud Functions, mais c'est la même chose si vous utilisez le Admin SDK pour par exemple Java, Go, Python, etc. Eh bien, il va totalement bypasser les règles de sécurité que vous aurez déclarées sur les services Firebase, comme par exemple sur Firestore ou sur Cloud Storage. Et donc ça vous permet dans le back-end d'avoir la liberté totale de mettre à jour ce que vous voulez dans les données contenues dans ces services. Et alors, pour finir cette liste, une fois de plus, non exhaustive, les deux derniers points concernent l'utilisation de Cloud Functions pour gérer les utilisateurs de Firebase. Donc, via des Cloud Functions, une fois de plus, vous êtes avec un rôle d'administrateur, vous pouvez créer, supprimer, désactiver des comptes utilisateurs, vous pouvez déclencher l'envoi d'emails si l'utilisateur a oublié son mot de passe, etc. Et vous pouvez, ça c'est très intéressant, vous pouvez associer au token d'un utilisateur, au JWT token d'un utilisateur, vous pouvez associer des propriétés spécifiques que l'on appelle des custom claims et qui vont vous permettre de mettre en œuvre dans votre service d'authentication, dans votre application, une stratégie de droit d'accès basée sur des rôles. Voilà, ça c'était quelques exemples d'utilisation des Cloud Functions. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de notre présentation, qui est la partie comment mettre en musique, comment développer des Cloud Functions. Alors, pour développer des Cloud Functions, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir un environnement de développement. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les Cloud Functions sont un produit de Google qui a été intégré dans la plateforme Firebase et les Cloud Functions de Google supportent plusieurs langages, à savoir Node.js, Python, Go, Java, C#, Ruby et PHP. Cependant, dans l'écosystème Firebase, si vous voulez utiliser la command line interface de Firebase pour faire vos déploiements, vous n'allez pouvoir utiliser que le runtime Node.js. Donc le seul langage qui est utilisé pour développer des Cloud Functions pour Firebase, c'est JavaScript ou TypeScript dans un runtime, dans un environnement Node.js. Donc pour ces Cloud Functions pour Firebase, donc celles qui se déploient via la CLI et qu'on développe dans du Node.js, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une version de Node.js. À l'heure actuelle, les versions possibles, compatibles, ce sont les versions 14, 16 et 18. Vous avez besoin de la CLI et de la Command Line Interface pour déployer ces fonctions sur le runtime de Cloud Functions. Vous avez évidemment besoin d'un projet Firebase. Et alors, une fois que vous avez tous ces éléments, vous devez avoir une initialisation du SDK de Firebase pour les Cloud Functions. Et lorsque vous configurez un nouveau projet, la Command Line Interface va vous demander les services que vous voulez utiliser et vous allez choisir Cloud Functions et ceci va permettre de créer, la CLI va créer automatiquement un projet vide qui va contenir les dépendances et vraiment un bout de code minimal et qui va vous permettre également de choisir si vous voulez utiliser TypeScript ou JavaScript pour écrire vos fonctions. Et évidemment, comme tout développement qui se respecte, vous allez avoir besoin d'un IDE pour pouvoir développer, donc un IDE soit pour JavaScript, soit pour TypeScript. Alors, une fois que vous avez cet environnement, comment vous commencez à développer une Cloud Functions? Bien, le mieux, c'est peut-être que je vous montre le code de la démonstration précédente, d'accord? Je vais vous montrer comment
on va faire l'import des modules et initialiser une application. Et comment? Eh bien, on va écrire la Cloud Functions qui a permis qui est derrière la petite démo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je vais une fois de plus quitter la présentation et maintenant je vais carrément aller sur mon Visual Studio Code. Et donc ici, je suis dans mon environnement de développement qui correspond à un projet Firebase. Vous voyez que je suis sous un répertoire Functions et que j'ai un fichier index.js. Et c'est en général dans un fichier nommé index.js que l'on développe ces Cloud Functions. Alors, la première chose à faire quand vous voulez commencer à développer des Cloud Functions, c'est d'importer tous les modules nécessaires et d'initialiser une application. Le premier module à importer, eh bien, c'est le SDK des Cloud Functions pour Firebase. Donc, on utilise le mot-clé require et on passe à cette méthode require, on passe le nom du module. La deuxième chose à faire, si vous voulez interagir, que votre Cloud Functions interagisse avec des services de Firebase, eh bien, vous devez importer ce fameux admin SDK que j'ai évoqué précédemment. Et pour ça, une fois de plus, vous utilisez la méthode required et vous passez le nom du SDK. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à initialiser une instance d'une application administration qui va vous permettre d'interagir avec les services Firebase. Je passe sur cette variable field value. Vous la trouverez dans la documentation. Elle sert à quand on veut assigner la date de création d'un objet ou d'un document dans Firestore ou dans Firestore, la date de création d'un document. On va utiliser cette valeur qui va assigner au champ l'heure exacte du serveur, du backend Cloud Functions. Donc, ne vous concentrez pas là-dessus, c'est un détail. Par contre, ce qu'on va regarder maintenant et qui est important, c'est de regarder qu'est-ce que l'on fait dans cette Cloud Functions. Donc, c'est une Cloud Function, souvenez-vous, qui va se déclencher au moment où un objet va être uploadé, téléchargé dans Cloud Storage. Donc, vous voyez, on retrouve ici le fait que c'est une Cloud Functions qui se déclenche via un événement dans Cloud Storage. Elle va s'exécuter dans la région Google Europe West 1 et elle va se déclencher. L'événement qui correspond au déclenchement, c'est quand on a uploadé un fichier dans Cloud Storage. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que cette fonction se déclenche? Eh bien, on va d'abord récupérer à partir de l'objet ici, on va récupérer le bucket Cloud Storage dans lequel cet objet a été créé et on va récupérer le nom de ce fichier. Ensuite, souvenez-vous, ce que l'on désire faire dans cette Cloud Function, c'est de créer une URL signée correspondant à ce fichier et créer un document dans Firestore qui contient cette URL signée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, comme on le voit ici, la méthode getSignedURL et cette méthode, on doit lui passer un objet de configuration. Cet objet de configuration est assez simple. On définit l'action que l'on peut faire avec cette URL. Ici, en l'occurrence, on veut juste que cette URL permette de lire le fichier et on lui donne une date d'expiration qui est assez loin dans le futur pour qu'on n'ait pas de soucis pendant la démonstration. Et donc, une fois que j'ai cet objet de configuration, je vais appeler cette méthode getSignedURL qui est une méthode d'un fichier en lui passant la configuration. Et ce qui est important à noter, c'est que comme la plupart des méthodes de Firebase, c'est une méthode qui est asynchrone. Et donc, pour ça, je dois utiliser, au moment où je fais l'appel de cette méthode, je dois utiliser le mot-clé await et j'aurai précédemment fait bien attention de déclarer ma fonction avec le mot-clé async. Et donc, ici, l'exécution, au moment de l'exécution, le code va attendre que la méthode asynchrone me retourne son résultat, que je stocke dans cette variable. Et pour récupérer l'URL, il suffit, cette variable est un tableau et je vais chercher le premier élément de ce tableau. Donc là, j'ai mon URL signé et qu'est-ce que je fais? Je vais dans la connexion signedURL, je vais ajouter un document, donc je vais appeler la méthode add. Cette méthode, une fois de plus,
elle est asynchrone, donc j'utilise le mot-clé await et je lui passe un objet composé de un champ filename qui reprend le nom du fichier, un champ signed URL qui est l'URL signée que j'ai générée juste précédemment, et enfin, je lui mets la date de création en utilisant ma fameuse variable fillValue sur laquelle j'appelle la méthode server timestamp. Et une fois que tout ceci est fait, je retourne null, et nous allons voir dans les slides précédents pourquoi je fais ça, parce que c'est un point très important. Et donc maintenant, si je repasse je repasse sur mon navigateur et que je vérifie dans mon backend FileStore, je retrouve pour chacun des documents qui ont été créés par la fonction, par la Cloud Functions, je retrouve mes trois champs, d'accord, le file name, qui est le nom du fichier que j'ai téléchargé, l'URL signé qui a été généré par la Cloud Functions et la date de création de cette URL. Et du coup, vous voyez qu'avec une simple Cloud Functions en quelques lignes, j'ai développé les toutes premières briques élémentaires, on pourrait dire, d'un système de gestion ou d'un système d'album photo dans lequel l'utilisateur va uploader, télécharger des photos à partir de son application ou de son smartphone et automatiquement va recevoir la liste de ces photos. On pourrait avoir la date, on pourrait afficher également la date à laquelle cette photo a été créée, etc. etc. D'accord ? Alors revenons maintenant à la présentation et en particulier, passons sur le slide suivant qui concerne la gestion du cycle de vie d'une Cloud Functions. Et gérer le cycle de vie de votre Cloud Functions, et en particulier terminer correctement votre Cloud Functions, c'est un point absolument clé. Alors pourquoi ? C'est ce que nous allons expliquer dans les 4-5 slides qui suivent, mais nous allons commencer par expliquer de manière schématique qu'est-ce qui se passe quand une Cloud Functions est déclenchée via un événement. Donc dans ce schéma, nous avons la flèche du temps, d'accord, d'une part. D'autre part, nous avons la plateforme Cloud Functions qui va gérer le démarrage ou l'arrêt d'une ou plusieurs instances de Cloud Functions, et nous allons nous concentrer sur deux instances, instance numéro 1, instance numéro 2, deux instances de la même Cloud Function. Et ces instances vont être démarrées via une série d'événements représentés par les flèches rouges. Avant de passer dans le détail, il est important de noter que dans une instance, les événements sont traités l'un après l'autre, de manière sérielle. Et ceci est valable pour les Cloud Functions de première génération. Alors, il faut savoir que Google Cloud a délivré il y a quelques mois les Cloud Functions de seconde génération qui permettent de traiter plusieurs événements en parallèle au sein d'une même instance. Par défaut, c'est jusqu'à 80 exécutions peuvent être exécutées dans une même instance, et on peut même configurer la Cloud Function pour que cette limite haute atteigne les 1000 exécutions pour une instance. Mais il faut savoir que les Cloud Functions de génération 2 ne sont à ce jour pas en General Availability, donc elles sont en bêta pour ce qui concerne les Cloud Functions pour Firebase. Donc pour cette raison, je vais expliquer la situation ici, toujours dans l'optique d'une Cloud Function de première génération. Un autre point important à noter, c'est que entre deux instances d'une même Cloud Functions, il n'y a aucun partage. En fait, elles sont complètement isolées l'une de l'autre. Et enfin, il faut savoir que la plateforme Cloud Functions va démarrer vos Cloud Functions, mais elle va essayer également de les arrêter, de les shut down, dès qu'elle le peut, et ça c'est le corollaire du mode serverless. Le mode serverless est très intéressant parce que il va déclencher les Cloud Functions à la demande et vous n'allez payer que pour le temps d'exécution de votre Cloud Functions, mais le corollaire de ça, c'est que la plateforme, elle va essayer le plus rapidement possible d'arrêter les instances qui ne servent à rien, sur lesquelles il n'y a aucune Cloud Function qui est exécutée. Alors regardons comment ça se passe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ici deux instances, on va visualiser deux instances de ces Cloud Functions. Donc au premier événement, aucune instance n'est déployée, et donc un premier événement arrive et la plateforme Cloud Functions va démarrer cette instance, va démarrer l'instance, et l'exécution de la Cloud Functions va commencer et va durer dans le temps, toute la largeur, tout le temps représenté par la largeur de ce rectangle. Et une fois que la Cloud Functions
est terminée, eh bien l'instance reste toujours active, mais il n'y a aucune exécution de Cloud Function. Deuxième événement arrive, et à ce moment-là, la plateforme voit que cette instance, l'instance de cette Cloud Function, l'instance numéro 1, est là, est inactive, et donc elle va démarrer l'exécution de la Cloud Function dans cette instance. Et une fois de plus, c'est représenté par le rectangle vert que l'on trouve ici. Un troisième événement se déclenche en plein milieu de l'exécution de cette deuxième, de la Cloud Function, de l'exécution correspondant au deuxième événement. La plateforme Cloud Functions, à ce moment-là, voit qu'il n'est pas possible de déléguer ce travail à la première instance et elle va déclencher, elle va démarrer une deuxième instance de la même Cloud Function pour que le travail correspondant au troisième événement soit pris en charge par cette deuxième instance. Et la Cloud Function va commencer à s'exécuter et tout au long du temps nécessaire représenté par le rectangle vert. Pendant ce temps, nous avons un quatrième événement qui arrive. La plateforme Cloud Function voit qu'elle ne peut pas le donner à la deuxième instance. Par contre, il apparaît que la première instance est disponible puisque l'exécution correspondant au deuxième événement s'est terminée et donc la Cloud Functions fait en sorte que l'instance numéro 1 démarre l'exécution de la Cloud Functions correspondant au quatrième événement et ainsi de suite. Cette Cloud Function s'arrête, exécute et s'arrête, et ce qui est important de noter, c'est que pendant l'exécution, la plateforme a voulu arrêter l'instance numéro 1 et donc elle a tenté d'arrêter l'instance numéro 1, mais elle s'est rendue compte que cette instance était en train d'exécuter une Cloud Function, et donc elle n'a pas pu arrêter l'instance. On continue. La plateforme veut maintenant arrêter l'instance numéro 2. Elle voit qu'il n'y a aucune exécution de Cloud Functions dans cette instance, donc elle peut très bien l'arrêter, et elle arrête l'instance numéro 2. Nous restons avec l'instance numéro 1, et un cinquième événement arrive qui va déclencher l'exécution de la Cloud Function dans l'instance numéro 1, qui était toujours disponible mais inactive. La Cloud Function s'exécute selon la durée représentée par le rectangle vert. Pendant ce temps, à nouveau, la plateforme essaye d'arrêter l'instance numéro 1. Elle ne peut pas parce qu'il y a une exécution qui est en cours. Et un peu plus tard, elle essaye à nouveau d'arrêter cette instance. Et là, aucune Cloud Function, aucune exécution n'est en cours et elle peut arrêter l'instance numéro 1. D'accord? Et donc, ce qui est important de noter ici, c'est ces deux occurrences, ces deux fois où la plateforme Cloud Function a voulu arrêter l'instance numéro 1, a voulu arrêter une instance de Cloud Function, mais n'a pas pu parce que il y avait une Cloud Function qui était en train d'être exécutée. Et comment dire à la plateforme Cloud Functions que une Cloud Function est en train d'exécuter? Eh bien, vous allez indiquer ça via la manière dont vous allez coder votre Cloud Function. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans les slides qui suivent. Alors, pourquoi est-ce si important de gérer correctement le cycle de vie de votre Cloud Functions? D'abord, la première raison, c'est que vous devez être sûr que l'instance de Cloud Functions qui est en train d'exécuter votre fonction ne va pas s'arrêter, ne va pas être arrêtée par la plateforme Cloud Functions avant que votre Cloud Functions ait atteint son état de termination ou ait atteint et finalisé l'exécution du code, de la logique métier implémentée dans cette Cloud Function. C'est important de comprendre que la plupart, et j'ai déjà évoqué, que la plupart des opérations asynchrones, des opérations de Firebase, la plupart des méthodes de Firebase sont des opérations qui sont asynchrones. Par exemple, écrire dans une database, lire un fichier de cloud storage, créer un utilisateur, etc. Tout ça, c'est des opérations asynchrones, et c'est uniquement quand tout le travail, toute l'activité asynchrone a été complétée et terminée au sein de votre Cloud Functions, qu'il est sûr d'arrêter cette Cloud Function. Et donc, vous ne devez pas laisser la Cloud Function se terminer tant qu'il y a encore du travail à faire, tant qu'il y a une partie du code à exécuter et tant que les opérations asynchrones n'ont pas été finalisées. Et une deuxième raison de
de bien gérer votre cycle de vie de votre Cloud Function, c'est pour éviter, par exemple, d'avoir une boucle infinie au sein de votre Cloud Function qui fera en sorte que elle ne s'arrêtera jamais. Et donc là, vous allez payer tout le long de l'exécution de la Cloud Functions tant que comme elle ne s'arrête pas. Et donc la seule manière si jamais vous êtes dans ce cas, hein, ça arrive souvent, ça arrive à tous les, tout- tout- à chaque personne qui commence à travailler avec Cloud Function, à un moment, on tombe sur un cas où on a une loupe infinie, en particulier si par exemple, dans votre Cloud Function déclenché par la mise à jour d'un document, ben vous mettez à jour ce même document. Et donc la Cloud Function va s'auto-déclencher, et donc on est dans une loupe infinie. La seule manière d'arrêter ce, ce, ce scénario, d'arrêter cette boucle infinie, c'est d'aller dans la console de Google Cloud et de directement supprimer la Cloud Function. Donc la Cloud Function va être décommissionnée sur la plateforme Google, mais soyez rassurés, le code sera toujours présent dans votre IDE et vous pourrez toujours redéployer la Cloud Function après l'avoir corrigée. Mais donc, revenons à, à cette partie-là, c'est vraiment très important de gérer correctement ce cycle de vie, et en plus ça peut avoir des effets qui sont vraiment pas marrants. C'est que en tant que développeur, vous voyez votre code qui ne marche pas, mais de façon un peu mystérieuse. C'est-à-dire que dans certains cas, la plateforme ne va pas, même si votre code n'est pas correctement écrit pour gérer correctement le cycle de vie, la plateforme ne va pas tout de suite tenter d'arrêter l'instance sur laquelle tourne votre Cloud Function. Donc, dans certains cas, celle-ci va s'exécuter correctement. Et dans d'autres cas, eh bien, elle ne va pas s'exécuter correctement, elle ne va pas arriver à sa fin parce que la plateforme aura essayé d'arrêter l'instance, et comme le code n'est pas correct au niveau gestion du cycle de vie, la plateforme arrête cette instance. Et dans ce cas-là, votre Cloud Functions ne s'exécute pas correctement. Et c'est assez difficile à débugger parce que dans certains cas, ça marche et dans d'autres cas, ça ne marche pas. J'ai vu beaucoup de développeurs sur Stack Overflow qui sont un peu perdus du fait de ce phénomène qui rend vraiment le debugging, le débugage assez difficile. Alors, vous allez me poser la question, ben alors comment doit-on terminer une Cloud Functions? Comment on fait ça correctement? Alors, il y a deux cas. Le premier cas, c'est pour les fonctions HTTPS, celles qui sont déclenchées par un appel HTTPS. Pour les Cloud Functions HTTPS, en fait, on développe ces Cloud Functions via le framework Express de Node.js, et donc la Cloud Function va exposer deux objets, l'objet request et l'objet response. Et donc on va appeler une des trois méthodes que vous voyez ici sur l'objet response, soit la méthode redirect, soit la méthode send, soit la méthode end. Donc au moment où vous appelez dans votre Cloud Function une de ces trois méthodes, eh bien, vous indiquez à la plateforme que la Cloud Function est terminée, qu'elle a exécuté tout le travail qu'elle avait à faire, et donc que la plateforme peut tout à fait arrêter l'instance sur laquelle elle tournait. Pour toutes les autres Cloud Functions, donc tout ce qui est les Background Triggered Cloud Functions, hein, par exemple la création d'un document dans FileStore ou création d'un nouvel utilisateur dans le service d'authentication, etc. Et pour les fonctions callable, c'est-à-dire les fonctions qui sont utilisées pour déclencher une Cloud Functions à partir de votre application, vous devez retourner ce qu'on appelle une promise, ou alors nul, ou alors un objet JavaScript. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une promise? Eh bien, en JavaScript, l'objet promise, pour promesse, représente en fait l'état d'une opération asynchrone. Et une opération asynchrone peut être dans l'un des trois états suivants, soit l'opération est en cours, et dans ce cas, la promise est dans un état pending ou non terminé. Deuxième possibilité, deuxième état possible, c'est que l'opération est terminée avec succès. On dit alors que la promise est fulfilled, ou alors en français résolue. Et dans ce cas-là, la promise retourne le résultat de l'opération asynchrone. Enfin, troisième et dernier état, l'opération est terminée, mais terminée après un échec. Et à ce moment-là, la promise est dans un état rejected, ou en français rejetée, et elle va retourner l'erreur correspondante. Dans une Cloud Function Background, retourner une promise quand le, tous toutes les méthodes asynchrones, donc une Cloud Function qui appelle des méthodes asynchrones, euh,
retourner une promise dans une telle Cloud Functions indique à la plateforme Cloud Functions qu'elle doit attendre avant que cette promise soit resolved, c'est-à-dire soit qu'elle est fulfilled, c'est-à-dire qu'elle est successful et qu'elle vous a renvoyé un résultat, soit qu'elle a été rejetée parce qu'il y avait une erreur. Donc elle doit attendre un de ces deux états avant de pouvoir arrêter l'instance sur laquelle cette Cloud Function est en train de tourner. Et donc, si jamais vous ne retournez pas une promise, et on va voir des exemples plus tard, la plateforme Cloud Functions peut tout à fait terminer votre Cloud Functions immédiatement. Alors, regardons ça de manière très concrète avec des exemples de code. Alors, voyons deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une fonction HTTPS, d'accord? Vous le voyez dans la manière de déclarer la fonction, d'accord? Et comme je vous l'expliquais, au sein de cette fonction, on a à disposition deux objets, request et response. Alors ici, cette Cloud Function fait vraiment quelque chose d'ultra simple, c'est qu'elle va tout simplement retourner à l'appelant de la Cloud Function, d'accord? Elle va retourner un code HTTP 200 et un objet un objet JavaScript dans lequel on a la propriété result qui a la valeur hello. Donc, elle va tout simplement, si vous appelez cette Cloud Function via curl ou via un browser, et bien vous allez recevoir un objet JSON qui aura cette forme. Et à partir du moment où sur l'objet response, j'ai appelé la méthode send, et bien à ce moment-là, j'indique à la plateforme Cloud Function qu'elle peut tout à fait arrêter l'instance sur laquelle tourne cette Cloud Function. Pour une background triggered Cloud Function, donc une fonction qui se déclenche via des événements dans le background, comme indiqué dans le slide précédent, on doit retourner une promise, et c'est-à-dire on va retourner dans ce cas ici, vous allez voir que je vais détailler, mais on appelle une méthode de Firebase qui s'appelle la méthode add, qui permet d'ajouter un document dans Firestore, et c'est une méthode asynchrone qui retourne une promise. Toutes les méthodes asynchrones de Firebase retournent une promise, et donc c'est cette promise qu'on va retourner. Alors regardons ça en détail. Ici, je suis dans une fonction qui se déclenche dans Firestore au moment où un document est créé, d'accord? Et donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais utiliser les deux objets auxquels je peux accéder à l'intérieur de ma fonction anonyme, c'est le contexte qui va me permettre d'avoir l'ID du document qui a déclenché la Cloud Function. Vous voyez que cette fonction se déclenche pour tout nouveau document qui est créé dans la collection Cities. Hop là, excusez-moi, j'ai appuyé par mégarde sur la souris. Donc tout document qui est créé dans la collection Cities et qui a un ID que l'on représente ici par une variable docID, eh bien, je suis capable d'avoir cet ID, l'ID du document qui a déclenché la Cloud Function. Et je suis également capable avec cet objet contexte d'avoir un timestamp qui est le timestamp correspondant au moment où l'événement s'est déclenché. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais appeler admin.firestore.collection. Donc, dans cette collection City Creation Log, c'est une nouvelle collection, je vais vouloir ajouter un document avec la méthode add dans lequel je passe un objet JavaScript contenant ces deux variables. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, la méthode add est une méthode asynchrone qui retourne une promise, et donc ici, je retourne simplement la promise retournée par add, et du coup, je suis parfait au niveau gestion du cycle de vie de ma Cloud Functions, puisque je suis dans une Cloud Functions background triggered, et j'ai bien retourné une promise. Et donc là, il n'y a aucun risque que la plateforme Cloud Function arrête l'exécution de cette Cloud Function en plein milieu. Alors regardons d'autres cas un peu plus complexes, puisque là, je n'avais qu'une seule action, une seule action asynchrone, hein, je faisais juste écrire un document dans Firestore, mais dans la plupart des cas, vous allez enchaîner plusieurs actions asynchrones, que ce soit avec les services Firebase, ou que ce soit d'autres actions. Vous pourriez très bien, par exemple, dans une Cloud Function, faire un appel asynchrone à une API exposée par Stripe ou par Google, récolter le résultat de cette API et puis l'utiliser pour créer un nouveau document dans Firestore ou pour envoyer un email via un autre microservices, etc. Et dans ce cas-là, à chaque fois, toutes ces opérations, ce sont des opérations asynchrones qui vont retourner des promises, et à chaque fois, vous allez devoir enchaîner ces différents appels de manière correcte. Alors, regarde, nous avons deux cas.
Le premier cas, c'est un ensemble d'appels à des méthodes asynchrones en mode séquentiel, donc l'une après l'autre. D'accord? Donc, comme on vient de le dire, la plupart des méthodes, enfin toutes les méthodes Firebase sont asynchrones, ainsi que la plupart des méthodes d'API ou de microservices. Donc, on va déclarer ici notre fonction comme étant async et on va utiliser le mot-clé await devant chaque appel à une méthode asynchrone. Et à la fin de tous ces appels, on va retourner la dernière promise. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, une fois de plus, j'utilise dans cet exemple une Cloud Function qui se déclare lors de la création d'un nouveau document dans FileStore, d'accord? Et ici, j'ai nommé des méthodes factices, mais pour vous démontrer pour vous montrer trois appels à des méthodes asynchrones. Le premier appel va appeler cette première méthode asynchrone avec le mot-clé await et va stocker le résultat dans une constante. Le deuxième appel va exécuter une autre méthode asynchrone en lui passant le résultat de du premier appel. Et enfin, le troisième appel à une méthode asynchrone va nous retourner une promise et je retourne directement cette promise dans ma Cloud Function. Et donc là, je suis une fois de plus tout bon au niveau de la gestion de mon cycle de vie. Alors, à noter que on pourrait très bien adapter cette Cloud Function, les dernières lignes de la Cloud Function de cette manière, c'est-à-dire au lieu de retourner la promise retournée par cette méthode, eh bien, juste attendre via le await que son exécution soit finalisée. Et puis, derrière, par exemple, faire un logging en utilisant console log. Et puis, une fois que ce logging est fait, à ce moment-là, au lieu de retourner une promise, eh bien, je peux tout à fait retourner nul, ou je pourrais retourner un objet JavaScript, ou je pourrais retourner etc. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, toute fonction async, donc n'oubliez pas que la fonction anonyme ici, dans le callback, la fonction anonyme callback ici, est une fonction asynchrone, donc on a le mot-clé async, et toute fonction async euh, retourne toujours une promise. Donc, je peux très bien ici passer return null une fois que, mais ce qui est important, c'est que je fasse ça une fois que tout le travail asynchrone soit exécuté jusqu'au bout. Deuxième cas, c'est un peu plus complexe, c'est quand vous voulez, dans votre Cloud Function, exécuter des appels à une méthode asynchrone, mais en parallèle. Alors pour ça, avant de détailler cette Cloud Function, je vais vous la démontrer, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Et donc je vais sortir des slides et je vais aller d'une part sur un deuxième projet Firebase, toujours dans la database FileStore. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une collection Country qui contient 11 documents ici. D'accord? Cette collection pourrait en compter 1, 2, 3, 11, 11 000, 11 millions, ça serait la même chose. Ce que je veux, ici, j'ai 11 documents, d'accord? Et chaque document représente un pays. Donc, si je regarde, par exemple, la Belgique, eh bien, dans ce document, qui a l'identifiant BE, j'ai deux champs, le nom de la capitale du pays et le nom du pays, le nom officiel du pays. D'accord? Si je prends par exemple la France, eh bien la capitale c'est Paris et son nom officiel en anglais c'est République française, et etc. D'accord? Si je regarde le Pérou, eh bien, c'est la République du Pérou et le nom de la capitale est Lima. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma Cloud Function? Je vais parcourir cette collection et pour chaque document de cette collection, je vais créer un nouveau document dans une nouvelle collection. Donc, repassons sur les slides et je vous explique en détail la Cloud Function, et puis ensuite je l'exécuterai. Alors, pour cet exercice, je vais utiliser une fonction HTTPS, d'accord? C'est juste pour que ça soit facile à déclencher. Alors, avant de rentrer dans le détail, je dois encore vous indiquer que dans le cas où on va faire des appels en parallèle des appels parallèles à une méthode asynchrone, nous allons utiliser la méthode promise.all. Cette méthode prend un tableau de promises comme input, donc on lui passe un tableau de promises, et une fois que toutes les promises de ce tableau ont été exécutées correctement, la méthode va nous retourner une seule promise, et ça va nous permettre de gérer et de capturer, de savoir à quel moment
l'ensemble des promises en nombre variable, hein, puisqu'une fois de plus, ici, dans ce cas présent, comme vous l'avez vu, on va en traiter 11 en parallèle, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien en traiter 11 000. Une fois que toutes les opérations asynchrones en parallèle et donc toutes les promises correspondant à ces opérations asynchrones auront été resolved, eh bien, la méthode promise.all nous retourne une et une seule promise, ce qui nous permet de dire, OK, à partir de ce moment-là, je sais que tous mes appels asynchrones ont été correctement traités et je peux à ce moment-là indiquer à la plateforme qu'elle peut arrêter ma Cloud Functions. Alors regardons ça en détail. Donc ici, comme je l'ai dit, on utilise une fonction HTTPS. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye? La première chose qu'on va faire, c'est lire l'ensemble des documents dans cette collection countries. Donc, souvenez-vous, les documents avec l'identifiant correspondant au code du pays. Et donc, pour ça, je vais construire la référence de cette collection et appeler la méthode asynchrone get. Et donc, je mets bien le mot-clé await. Donc, une fois que cet appel retourne ce qu'on appelle un query snapshot, d'accord? Et je vais pouvoir faire une boucle sur ce query snapshot pour parcourir chacun des documents du query snapshot. En l'occurrence, dans notre exemple, on aura 11 documents, puisque la collection contient 11 documents. Avant de lancer cette boucle, je déclare un tableau qui s'appelle promise, un tableau vide. Donc souvenez-vous, en paramètre de cette fonction promise.all, je dois lui passer un tableau de promise. Donc j'initie un tableau vide et dans ma loupe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir ce tableau avec des promises. Donc au sein de ma loupe, de ma boucle for each, j'ai accès à chaque document du query snapshot, chaque document de la collection. J'en extrais deux infos, le nom, les deux champs hein, de ces documents, le nom de la capitale correspondant au pays et le nom du pays. Et je fais un push dans mon tableau d'un appel à la méthode set. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ligne et qui retourne une promise? C'est la création dans la collection Cities d'un document qui a pour identifiant le nom de la capitale et dans lequel j'ai un seul champ qui est le nom du pays correspondant au document qu'on est en train de traiter. D'accord? Une fois que j'ai rempli mon tableau promise, eh bien, je vais faire appel à la méthode promise.all en lui passant ce fameux tableau de promise. Et évidemment, c'est une méthode asynchrone qui retourne elle-même une unique promise. Souvenez-vous ce qui est écrit ici. Et donc, je fais à nouveau appel au mot-clé await et je reçois un arrêt résultat. Et cet arrêt résultat, en l'occurrence ici, comme la méthode set retourne des promises, retourne une promise vide, ben c'est un tableau vide, mais je m'en sers quand même dans ma réponse. Donc ici j'utilise l'objet resp, hein, qui est l'objet, la réponse dans la fonction anonyme de ma Cloud Function onRequest, dans la fonction callback de ma fonction onRequest, j'ai accès à la requête et à la réponse, souvenez-vous. Et donc, je vais appeler ici la méthode send sur cet objet response pour indiquer que tout le travail asynchrone qui a eu lieu ici, hein, ici et ici, tout ce travail asynchrone est complet. Donc, j'envoie send et je passe un objet qui, en fait, est il y a une simple string qui me dit, ben voilà, j'ai autant X documents City qui ont été créés et X étant la longueur de mon tableau. Alors, passons maintenant à la démo. Donc c'est une fonction HTTPS, donc je vais tout simplement l'appeler à partir de mon browser, d'accord? Vous voyez que c'est une Cloud Function qui est déployée sur la région US Central One, d'accord? Et qui s'appelle Copy All Country. Donc ici, si je fais Enter, eh bien, mon browser va appeler cette URL et je reçois, comme on l'a vu dans le code, un objet JSON qui a une propriété result et c'est une chaîne de caractères, c'est une string qui me dit qu'il y a 11 documents City qui ont été créés. Et si je reviens dans ma console Firebase, et dans la partie Firestore, si je fais un refresh, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une nouvelle collection qui a été créée, qui s'appelle Cities,
Et pour chacun des documents qu'on avait dans Countries, ok, on a créé un nouveau document Cities qui prend pour identifiant le nom de la capitale du pays et comme champ a le nom du pays en lui-même. D'accord? Donc rien d'absolument incroyable. Par contre, c'est un exemple, si je reviens sur mes slides, c'est un exemple pour vous montrer comment bien traiter euh, un ensemble d'appels en parallèle à une méthode asynchrone, de telle sorte que, au final, avec l'utilisation de promise.all, eh bien, je suis sûr que tout le travail asynchrone dans ma Cloud Functions est bien terminé avant de la terminer. Ici, en l'occurrence, je la termine avec en appelant la méthode send, mais le même concept peut tout à fait être utilisé dans une méthode euh, dans une Cloud Functions qui est déclenchée par un événement dans le background. Et donc, je pourrais, par exemple, très bien renvoyer la promise qui est retournée par promise all pour indiquer dans une une Cloud Function background triggered, je pourrais utiliser cette promise pour indiquer à la plateforme que la Cloud Function peut être arrêtée. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Le dernier slide que je voulais partager avec vous, c'est sur la manière de configurer euh, votre Cloud Function. Comme vous l'avez vu dans certaines parties dans certains exemples de code, eh bien, on peut euh, définir dans quelle région une Cloud Function doit s'exécuter, quelle région de Google Cloud une Cloud Function doit s'exécuter. Donc, on fait appel à la méthode région et on lui passe le code de la Cloud Function. Donc, par défaut, les Cloud Functions sont toujours exécutées dans les régions US Central One. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser, d'avoir une même Cloud Function qui est déployée dans plusieurs régions. Donc imaginez par exemple que vous interagissez avec plusieurs instances de la real-time database qui seraient sur plusieurs régions. Et bien c'est très intéressant d'avoir votre Cloud Function le plus près possible de votre base de données pour que le trafic réseau entre la Cloud Function et la base de données soit minimal. Une autre manière, une autre possibilité pour configurer, c'est tout ce qui est les options de runtime. Alors, pour les Cloud Functions de première génération, on peut entre autres configurer le nombre d'instances minimum ou maximum. Alors, les instances minimum, c'est très intéressant pour éviter les call start. Et dans le slide suivant, je vous donne des URL qui parlent plus en détail de call start. Hein. Call start, c'est au moment où une Cloud Function, où il n'y a aucune instance de Cloud Functions qui tourne sur la plateforme, eh bien, la plateforme doit démarrer une nouvelle instance et ça prend toujours un certain temps avant que cette instance soit démarrée, puisqu'elle doit charger tous les modules, initialiser une instance d'une admin app, etc. Donc ça prend toujours un certain temps, ça peut être quelques secondes. Et donc si vous voulez, il y a des manières de minimiser ce call start, mais la manière la plus intéressante, c'est d'avoir un nombre minimum d'instances qui sont toujours, d'instances de Cloud Functions qui sont toujours actives, up and running, et qui donc vont pouvoir immédiatement prendre en charge l'exécution d'une Cloud Function suite à un événement. Vous pouvez également gérer le timeout, donc jusqu'à 540 secondes. Alors il faut savoir que dans donc 9 minutes, il faut savoir que pour les Cloud Functions de deuxième génération, le timeout va jusqu'à 1 heure, 60 minutes. Et vous pouvez également gérer la mémoire jusqu'à, à l'heure de cette présentation, jusqu'à 8 gigabytes. Voilà, ça c'était le dernier slide où où je rentrais dans les détails. Donc comme je vous le disais, le slide suivant liste un peu euh, des, des, des liens qui vont vous permettre d'aller un peu plus en détail sur les Cloud Functions. Et pour finir, je vous conseillerais vraiment de parcourir la documentation de Firebase sur les Cloud Functions, qui, comme toute documentation de Firebase, est vraiment très très bien faite. Et donc, il faut se plonger dedans. Et en général, vous allez rapidement monter en compétence sur ce sujet. Voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. Oui, je vous mets encore un slide avec des liens encore plus génériques. Et enfin, comme promis, je vous partage l'ensemble des liens ou des identifiants de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous connecter avec moi. Et en tant que Google Developer Expert, je serai très heureux de pouvoir rentrer en contact avec vous et vous aider si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Oui, alors, mais là, on revient à la différence entre les Cloud Functions purement Google et la Cloud Function Firebase. Donc, sur la console cloud, on peut effectivement carrément uploader le code d'une Cloud Function. Donc, ça, c'est possible. On peut aussi les déployer via Git, je pense, via des actions Git. Mais sur Firebase, on reste purement via la CLI, via la Command Line Interface. C'est serverless. Mais on s'en fout alors, on s'en fout du computation. La première chose qu'on veut, c'est que la computation soit la plus rapide possible, que le processing soit le plus rapide possible. Ça, en général, c'est ça. Sinon, c'est purement serverless. Je ne vois pas exactement ce qui est derrière ta question, en fait. Oui, surtout de pas faire un truc avec une loupe qui va faire que la Cloud Function va durer pendant des heures et des heures. À ce moment-là, tu payes pour... Ah oui, les ressources, elles vont être allouées en fonction de ce que ton code demande. C'est vraiment à la demande, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec moi. Et si tu veux, Thierry, tu me contactes hein, et je peux t'accompagner, je peux t'aider. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Et je vous dis à bientôt. Merci.